Je présente désormais Laura Tatouex, qui est, donc, je l'ai déjà dit, mais docteur archiviste et qui a effectué une thèse magistrale sur l'avortement au XVIIIe siècle. Et je pense que là, on va rentrer dans les pratiques, donc ça sera un complément idéal avec ce qui a été dit auparavant. Merci. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une synthèse de mes conclusions de thèse, parce que j'ai fait une thèse sur l'avortement en France à l'époque moderne. Bon, en 20 minutes, ça va être un petit peu... c'est sans doute un peu ambitieux, mais je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans la suite, si vous avez envie que j'approfondisse certains points. Alors, j'ai intitulé cette communication de façon un peu provocatrice « L'avortement existe-t-il en France à l'époque moderne ?» Donc c'est évidemment une question rhétorique puisque j'ai fait une thèse dessus, mais vous allez voir que quand même ça fait sens. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais en tête l'idée, un peu naïve, que l'avortement était une évidence anthropologique. Pour moi, c'était quelque chose qui faisait sens. Et ce que rappelle Luc Boltanski, Luc Boltanski, c'est un sociologue qui a écrit en 2006 La condition fétale, ce qu'il rappelle dans ce texte, dans lequel il fait une synthèse des travaux anthropologiques sur le sujet, c'est que l'avortement, c'est bien une évidence anthropologique, mais que c'est une évidence anthropologique qui est partielle ou paradoxale, puisque la pratique des avortements volontaires est loin d'être attestée partout. Ça, c'est pas du tout une évidence. En revanche, ce qui est attesté quasiment partout, et ce qui relève du coup de l'évidence, c'est la connaissance de l'avortement volontaire, et c'est surtout sa possibilité. Donc il y a vraiment un écart important entre la réalité intellectuelle de l'avortement volontaire, son existence dans les discours, et sa réalité effective. Et moi, c'est de là dont je suis partie, avec la volonté de mesurer cet écart entre les discours et les pratiques pour la France moderne. J'étais persuadée que j'allais pouvoir en dire des choses, donc de l'avortement volontaire, mais je ne savais pas du tout quoi. Déjà parce que l'avortement volontaire, à l'époque moderne, n'a pas toujours été une évidence historiographique. Dans les années 50 et 60, Philippe Ariès, qui est donc une figure importante de l'histoire démographique, de l'histoire de la naissance et de l'histoire de la mort aussi, affirme que c'est une pratique qui n'existe pas avant la fin du XVIIIe siècle, hors milieu prostitutionnel. Il dit oui, on peut trouver quelques traces de l'avortement avant le XVIIIe siècle, mais en fait c'est une réalité anecdotique. On ne peut pas généraliser, ça relève du marginal. Il fonde son argumentation principalement sur l'absence de sources, et pour expliquer cela, il développe la thèse de l'impensabilité. Selon lui, les femmes qui auraient voulu mettre un terme à une grossesse n'en auraient pas eu l'idée. Cela n'aurait pas fait partie des possibles. Face à lui, à la même période, Michel Riquet fait le même constat concernant l'avortement, mais propose une autre explication. Alors lui va proposer une explication qui est semblable à celle que va faire Lawrence Stone pour l'Angleterre, de la même période. Donc selon lui, l'avortement était impossible, mais les femmes ne passaient pas à l'acte pour des raisons religieuses et pour des raisons d'intégration des interdits religieux. Ce sont des thèses qui ont été remises en cause dès les années 1970, notamment avec les travaux de Jean-Louis Flandrin sur la contraception. Mais ces thèses sont intéressantes parce qu'elles disent bien la difficulté d'accès aux pratiques en France, à l'époque moderne, et finalement c'est de ces difficultés-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Car moi, finalement, ce à quoi je me suis heurtée, c'est principalement cette difficulté. J'ai cherché des pratiques et j'ai trouvé partout des avortements ayant échoué, des tentatives avortées. J'ai finalement moins trouvé l'avortement effectif que la possibilité de l'avortement. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que l'avortement existe à l'époque moderne, et pourtant, entre la façon dont il est défini, réprimé et caché, et puis la façon dont les hommes et surtout les femmes pouvaient se le représenter, il existe des espaces d'ambiguïté et d'incertitude. Alors au départ, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit je vais chercher le terme avortement dans les sources. Alors ça c'était facile, puisque c'est un terme qu'on trouve assez aisément dans la littérature savante. On le trouve déjà dans les dictionnaires importants qui sont publiés à la fin du XVIIe siècle,
dictionnaire de l'Académie française, de Richelet, de Furetière. Hein. On le trouve dans la littérature médicale, dans la littérature théologique, dans la littérature juridique, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en continuité avec le Moyen-Âge. Donc ce qui ne fait aucun doute pour l'époque moderne, c'est que l'avortement est une réalité intellectuelle. Dans la littérature médicale, le terme est défini de façon assez générale comme étant la sortie du fœtus avant terme. Sachant qu'il n'y a pas encore tout à fait de consensus sur le terme de grossesse, même si à partir de la fin du XVIIe siècle, la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'une grossesse dure 9 mois avec quelques petites variations marginales. Les auteurs et quelques autrices vont distinguer les différentes causes d'un avortement dans cette littérature médicale, parmi lesquelles ils classent souvent dans une catégorie à part l'avortement provoqué. Mais la question de l'avortement volontaire, elle est marginalisée dans ces textes et elle est souvent traitée avec beaucoup de pincettes et d'ambiguïté parce qu'il y a une frontière assez ténue entre informer et divulguer. Et puis parce que pour les médecins et les chirurgiens, cela relève plutôt du domaine judiciaire et moins de la physiologie. Dans la littérature théologique, l'avortement apparaît aussi à l'époque moderne, dans des contextes qui sont toujours les mêmes et qui sont assez divers. Il apparaît soit dans le cadre d'une glose sur le 5e commandement, non occides, tu ne tueras point, puisque l'Église catholique considère que l'avortement est un homicide. En revanche, il y a toujours un certain nombre de discussions autour du seuil à partir duquel on considère qu'il s'agit d'un avortement, même si une bulle de Grégoire XIV de 1591 va fixer l'animation du fœtus à 40 jours. Donc à l'époque moderne, on fixe une norme, on dit l'animation du fœtus se fait à 40 jours. Il y a un certain nombre de discussions parmi les théologiens autour de cette notion dont la pertinence va progressivement être remise en cause au XVIIIe siècle, parce qu'on considère que dans la pratique, dire que avorter un fœtus animé et avorter un fœtus inanimé, c'est pas pareil, ça peut encourager les femmes dans la pratique à avorter un terme précoce, et donc les théologiens du XVIIIe siècle disent non, il faut qu'on arrête de faire une distinction, ce n'est pas une distinction pertinente, en tout cas dans la pratique religieuse, il faut cesser de la faire. Dans le cadre de la naissance de la casuistique au XVIIIe siècle, alors la casuistique, c'est une littérature des cas de conscience qui émerge. On va progressivement traiter des cas particuliers, des situations religieuses, les examiner, et puis résoudre un problème moral à partir de cette situation. Et donc on va avoir de nombreux cas de conscience qui vont s'intéresser à des situations relatives à l'avortement, et notamment à la question de l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire avorter une femme si on estime que ça pourrait la sauver, et si on estime que la grossesse met sa vie en danger. Donc là, au XVIIe siècle, il y a vraiment un consensus qui se fait autour de l'idée que l'avortement thérapeutique n'est pas admissible d'un point de vue moral. Donc là, vraiment, le discours est consensuel. Dans la littérature théologique, on trouve aussi l'avortement autour de considérations qui concernent 2 sacrements, le baptême et la pénitence. Le baptême, parce qu'on considère que ce qui rend l'avortement grave, c'est que les fœtus ne vont pas pouvoir, n'ayant pas été baptisés, ne vont pas pouvoir recevoir le salut et sont condamnés à errer dans les limbes. Donc il y a énormément de discussions autour du baptême des avortons qui évoque la question de l'avortement, puis qui évoque aussi la question des fausses couches, des accouchements précoces. Et puis on trouve aussi l'avortement dans des discours sur la question de la pénitence, souvent parce que c'est l'occasion de dresser la liste des péchés et de la façon de qualifier ces péchés. Et l'avortement est considéré comme un crime suffisamment grave, la plupart du temps pour être un cas réservé. Ça veut dire que quand une femme se confesse d'avoir avorté, elle peut pas, un simple prêtre ne peut pas lui donner l'absolution. Cette absolution est réservée à l'évêque. Ça dit la façon dont on envisage le crime, le péché en tout cas, de façon assez grave à cette période. Et puis l'avortement, c'est aussi un crime qui provoque l'irrégularité des prêtres, c'est-à-dire que si un prêtre a fait avorter une femme, on considère qu'il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions de prêtre. Donc ça, c'est des choses qui disent quand même la façon dont on considère avec une certaine gravité. Malgré tout,
il ne faut pas surestimer l'intérêt des théologiens pour le sujet. Moi, j'ai trouvé moins d'une centaine de documents qui évoquent le sujet de l'avortement. Quand je dis source théologique, c'est vraiment quelque chose de très large, moins d'une centaine de documents, alors qu'il y a vraiment des centaines et des centaines de sources théologiques à l'époque moderne. Donc l'avortement, finalement, est assez peu évoqué dans la littérature, si on remet dans le contexte du volume produit. Et il apparaît enfin dans les discours, dans la littérature juridique, de façon plus marginale. On ne le trouve quasiment pas au XVIe siècle, et on commence à le trouver au XVIIe ou au XVIIIe siècle, avec une volonté des juristes de définir spécifiquement l'avortement et d'en faire un crime à part, d'en faire vraiment une catégorie criminelle spécifique. Sauf que là où les juristes se heurtent à des difficultés, c'est que il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a très peu il y a eu très peu de condamnations pour avortement, donc les juristes n'ont pas de jurisprudence sur laquelle s'appuyer, et il n'y a pas de loi qui condamne l'avortement en dehors du droit canon, en dehors de la législation théologique. Mais il y a une volonté quand même au XVIIe ou XVIIIe siècle de s'affranchir et de la juridiction théologique. En revanche, il existe un crime qui va être rapproché de l'avortement, qui est parfois d'ailleurs assimilé à un crime contre l'avortement par les théologiens. C'est un édit d'Henri II de février 1557 qui criminalise le recel de grossesse. Donc, le recel de grossesse, c'est le fait de cacher sa grossesse, et la suppression de part, donc le fait de supprimer son enfant. C'est un édit qui prévoit la condamnation à mort de toute femme qui a caché sa grossesse et qui a accouché ou avorté d'un enfant mort, qui n'a pas reçu le baptême. Ça, c'est ce que le texte met en place. Donc c'est un texte qui englobe à la fois l'avortement et l'infanticide, mais dont la répression proposée est assez spécifique et partiale, puisqu'en fait, c'est uniquement les femmes célibataires, les femmes qui ne sont pas mariées, qui vont être concernées par la répression menée dans ce cadre. Donc voilà, moi je suis entrée dans ce sujet par la littérature savante, du côté des discours, en me disant que l'avortement était une réalité, tout en étant consciente du fait qu'il ne fallait pas surestimer non plus cette place dans l'ordre du discours. En allant du côté des sources, et notamment des archives judiciaires, c'était devenu déjà plus compliqué. C'est pas tant qu'on ne trouvait pas l'avortement, mais déjà, premier constat, on ne trouvait quasiment pas le terme avortement. Alors, il y a eu une exception, j'ai trouvé un corpus assez exceptionnel, celui des archives de la Bastille, et notamment des archives qui ont été constituées suite à la répression dans le cadre de l'affaire des poisons. Donc l'affaire des poisons, c'est en 1679, suite à plusieurs affaires d'empoisonnement dans la haute noblesse, Louis XIV décide de monter une cour de justice exceptionnelle pour juger et arrêter des empoisonneurs. Des centaines d'arrêts, de décrets de prise de corps vont être produits et des centaines de personnes vont être arrêtées. Et en fait, parmi ces empoisonneurs et ces empoisonneuses, on va trouver, moi j'ai identifié une cinquantaine d'avorteurs et d'avorteuses. Alors pas directement, alors j'ai identifié une cinquantaine d'avorteurs et d'avorteuses, pas forcément directement arrêtés, mais en tout cas nommés dans ces sources. Et donc finalement, tous ces interrogatoires vont être un moment assez important de la répression de l'avortement. Dans ces sources, par contre, on ne trouve jamais le terme avorteur ou avorteuse, ça c'est pas vraiment un terme de l'époque moderne, mais on trouve beaucoup d'occurrences du terme avortement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le terme avortement, il est du côté de l'institution. C'est-à-dire que quand il apparaît dans un interrogatoire, c'est généralement dans la question posée par l'autorité judiciaire. Il apparaît dans les comptes rendus que fait le lieutenant de police. Il apparaît dans les échanges entre le lieutenant de police et ses employés, enfin pas ses employés, mais ses collaborateurs. Mais il apparaît assez rarement directement dans la bouche des avorteurs et des avorteuses et des personnes interrogées. On sent que les personnes connaissent le terme, mais on voit que ce n'est pas un terme spontanément employé par les gens. Donc là, il y avait quand même un écart entre le langage institutionnel et celui des personnes interpellées.
Or, ce corpus assez exceptionnel, pour trouver les pratiques, il fallait chercher autre chose que le terme avortement. Et donc là, j'ai été voir du côté des crimes de recel de grossesse et de suppression de part, dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est dans le cadre de cette répression que j'ai pu identifier des avortements dans les archives sans que le terme n'apparaisse. Encore une fois, là, on cherche le crime de recel de grossesse et de suppression de part, on ne cherche pas des avortements. Pourtant, quand on regarde avec des yeux d'historienne du XXIe siècle, on voit bien qu'il s'agit d'avortement. Donc l'avortement en tant que tel, en dehors de l'affaire de Poison, n'existe pas dans la répression judiciaire. C'est le crime de recel de grossesse et de suppression de part qui est poursuivi. Et en fait, la majorité des affaires menées dans ce cadre concernent des infanticides. L'avortement, en fait, c'est assez compliqué de le trouver, même dans ces archives. Au bout du compte, les pratiques abortives apparaissent peu dans les sources, mais pour autant, est-ce que cela suffit à dire qu'elles existaient peu à l'époque moderne? Dans un article publié à la fin des années 90 et intitulé « Pour une histoire démographique de l'avortement », Étienne Vandeval conclut que si on peut trouver des traces de l'avortement à l'époque moderne, on ne peut pas l'appréhender d'un point de vue démographique et on ne peut pas le quantifier. Il conclut à une sorte d'aporie qui serait en quelque sorte indépassable en disant « Il est très probable que les pratiques abortives existent, mais on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les appréhender. » Moi, je me suis alors intéressée aux conditions de possibilité des pratiques. Je me suis dit, si on ne peut pas trouver des pratiques, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui permettait à des femmes d'en avoir l'idée, déjà, à l'époque moderne, de passer à l'acte, et puis, in fine, de réussir à avorter. Et donc, en analysant la pratique des avortements comme des parcours d'avortement, de ce qui fait naître l'idée à l'accomplissement de l'acte, on peut analyser à différentes étapes ce qui favorise et conforte le choix, et au contraire, ce qui va y mettre un terme. Et surtout, on a une appréhension du phénomène et de ce qu'est l'avortement beaucoup plus englobante que juste les avortements qui réussissent. Donc finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était moins les avortements réussis que tous ces parcours qui permettent non pas de quantifier, mais de donner une idée de l'ampleur de l'avortement comme possible. Mon constat, c'est qu'il y avait peu de parcours qui aboutissaient, mais quand même beaucoup de parcours qui commençaient. Et ces parcours qui aboutissaient, en tout cas, ils étaient aussi en partie invisibilisés. Bon, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les ressorts de mes analyses, mais je vais quand même tenter de vous donner quelques éléments d'explication. Qu'est-ce qui explique que des femmes émettent l'idée d'avorter, puis finalement laissent tomber ou ne réussissent pas à aller au bout? Et bien, finalement, la principale cause d'abandon que j'ai pu mesurer, c'est l'échec des pratiques. Puisque la majeure partie des moyens abortifs mis en œuvre sont des potions, des remèdes à base de plantes. Il y a des plantes qui sont des abortifs notoires, qui sont connues comme telles, comme la rue, la sabine, qui vient du genévrier sabine, ou encore le thym. C'est des plantes potagères, des plantes communes. Les savoirs circulent sur l'avortement, le nom des plantes se sait, se transmet, mais ce sont des savoirs qui restent imprécis et qui ne disent pas le mode de préparation, qui ne disent pas la posologie, qui ne disent pas quelle partie de la plante il faut utiliser, à quelle période de l'année, etc., quelle quantité. Donc voilà, déjà, en fait, la plupart du temps, on a des femmes dans les archives pour recel de grossesse et suppression de part. J'ai trouvé énormément de femmes qui disent, avant d'avoir infanticidé leur enfant, qui disent qu'elles ont essayé d'avorter, mais que finalement, ça n'a pas marché. Donc voilà, elles ont laissé tomber ça. Nouveauté à l'époque moderne, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, apparaissent des pratiques chirurgicales qui là sont extrêmement efficaces et qui consistent en l'insertion d'un objet, une seringue, une sonde ou une plume même, pour l'une des femmes rencontrées. Donc ces objets sont insérés dans le col de l'utérus pour percer la membrane et provoquer en fait un accouchement prématuré. Mais ce sont des pratiques qui sont assez rares. Je les ai trouvées qu'à Paris, et puis j'ai un cas aussi à Rouen, et j'ai que quelques exemples pour la période moderne. Donc mon hypothèse, c'est que c'est vraiment le moment où ces pratiques commencent à se diffuser, mais c'est vraiment au XIXe siècle que des avortements de ce type vont vraiment se généraliser, et donc à l'époque moderne, elles sont encore extrêmement marginales.
Donc, ce qui explique qu'on trouve peu d'avortements effectifs dans les sources, c'est en partie parce que bon nombre d'entre eux échouent, mais c'est aussi parce qu'ils sont invisibilisés et les causes de cette invisibilisation sont multiples. Un exemple assez parlant de cette invisibilisation concerne la difficulté à trouver des exemples de femmes qui meurent des suites d'un avortement. Ça, je suis partie avec l'idée que ça devait arriver quand même assez fréquemment. Or, j'avais quasiment pas d'exemple. J'avais une femme, parce que ça a donné lieu à un procès exceptionnel, qui s'appelle Marguerite de Guerchy. C'est une ancienne dame d'honneur de la reine d'Anne d'Autriche, qui décède en 1660 chez la sage-femme qui l'a fait avorter. Et donc là, il n'y a pas de doute. Et cette sage-femme est donc interpellée, jugée et condamnée à mort. C'est un apax. C'est un procès, c'est le seul procès que j'ai trouvé de ce type. L'avortement volontaire n'est pas mentionné d'ailleurs dans le chef d'accusation, puisque la sage-femme est condamnée pour avoir, par de mauvaises voies et moyens illicites et pernicieux, détruit le fruit dont une demoiselle était grosse et causé sa mort. Donc, le fait que la cause de la mort soit explicitement révélée a d'ailleurs eu des conséquences sociales importantes, puisque la mademoiselle de Guerchy n'a pas pu avoir de sépulture en terre chrétienne. Le prêtre a refusé qu'elle soit donc inhumée en terre consacrée. Et son corps a été mis dans la chaux et exposé pendant des jours, un petit peu comme le symbole de son crime, de son péché. C'est la seule femme pour laquelle on peut être sûr des causes de la mort à l'époque moderne. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein d'autres cas extrêmement ambigus, pour lesquels il y avait quand même de fortes probabilités que l'avortement soit la cause de la mort. C'est le cas par exemple de Mademoiselle Duparc, qui est une comédienne, qui a été la maîtresse de Racine, et qui décède à 35 ans de façon inopinée, et dans des circonstances suspectes qui ne sont jamais évoquées. Mademoiselle Duparc, c'était une amie de la Voisin, et la Voisin, alors elle est connue, peut-être que vous avez déjà entendu parler de son nom, parce qu'elle est au cœur de l'affaire des poisons. C'est une empoisonneuse, mais la Voisin, c'est aussi une avorteuse. C'est quelqu'un qui sait pratiquer des avortements. Et en fait, il y a de très fortes chances que la Duparc soit effectivement morte des suites d'un avortement, et c'est d'ailleurs ce que pensent la plupart des biographes contemporains de Racine. Mais en fait, on pourrait multiplier les exemples de ce type, notamment dans la littérature galante. On en trouve chez Brantôme aussi et chez Talleyrand des Réaux. Il y a de nombreuses femmes qui meurent dans des circonstances suspectes, des femmes qui sont souvent des femmes entretenues par exemple, mais tout est fait systématiquement pour cacher les causes de leur mort. Dans les archives ordinaires, notamment dans les affaires de suppression de parts et de recettes de grossesse dont je vous ai parlé, je me suis rendu compte que le peu d'avortements suspectés ou avérés, qui étaient perceptibles dans ces sources, étaient systématiquement des avortements à des termes avancés de grossesse. Cela s'explique en partie par la façon dont la procédure est menée, puisque pour qu'une procédure soit initiée, il faut que le procureur dépose plainte, et cette plainte, elle est toujours motivée par deux types de circonstances, soit la découverte d'un cadavre, d'un nouveau-né, soit une dénonciation, souvent plusieurs dénonciations, identifiées par l'expression bruit public. Quand il s'agit de cadavres, c'est toujours des fœtus à un stade avancé, généralement pas avant le 5e mois de grossesse, puisqu'en fait sinon ils sont assimilables à des caillots de sang, se désagrègent très vite et sont souvent évacués dans les latrines ou donnés à manger à des animaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de cadavres qui sont trouvés mutilés parce qu'ils ont été en partie mangés par des animaux. Et quand il s'agit d'une dénonciation, il faut que la grossesse ait été constatée avec un certain degré de certitude et donc elle ait été visible. Et là, c'est souvent l'augmentation du ventre et de la poitrine qui sont évoquées comme critères. Et donc forcément, la grossesse était assez avancée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que à partir du moment où la grossesse est visible socialement, l'avortement est dénonçable, mais avant, il passe complètement en dessous du radar de la répression. Par ailleurs, ce sont des sources, comme je vous le disais, qui donnent à voir des avortements dans des circonstances sociales extrêmement précises, puisque ce sont toujours des femmes qui sont célibataires, ce sont toujours des femmes qui sont socialement défavorisées. Et donc, encore une fois, ce qu'on voit de l'avortement dans ces sources, c'est vraiment une toute petite partie des avortements qui existent.
Si on ne dénonce pas les avortements à un stade précoce, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas toujours perçus et vécus comme tels. Hein. Les femmes elles-mêmes parlent systématiquement de faire revenir leurs règles. Et ce qu'on constate, c'est que le seuil qui semble compter, c'est pas tellement le seuil de l'animation, hein, qui est extrêmement abstrait et qui est du côté de la littérature savante, mais c'est le seuil des mouvements. Et qu'en fait, tant qu'on n'a pas senti l'enfant bouger, il n'y a aucune certitude sur le fait qu'on soit enceinte, donc finalement, on peut faire revenir ses règles. On n'avorte pas, on fait revenir ses règles. Une fois que, effectivement, l'enfant bouge, là, ça devient un avortement. Et donc, c'est assez probable que dans de nombreux cas, l'ambiguïté était réelle et vécue comme telle. Hein. Or, c'est sans doute à un stade précoce que les avortements ont été le plus fréquents, hein, puisque ce sont ceux qui ont le plus de chances de réussir. En conclusion, je dirais qu'on a peu de traces des pratiques abortives à l'époque moderne, et c'est finalement tout à fait normal, puisqu'il s'agit d'une pratique féminine, clandestine, et qui n'est pas véritablement réprimée en dépit des discours hein, qui sont effectivement assez sévères sur l'avortement, mais dans les faits, l'avortement n'est pas tellement réprimé. Mais ce qu'on peut reconstituer à partir du peu de sources dont on dispose et de la façon assez partielle dont elle montre l'avortement, c'est que c'est une pratique qui existe, dont la possibilité est extrêmement répandue, même s'il y a manifestement un écart important entre les tentatives et les réussites. L'avortement à l'époque moderne n'est pas marginal ou anecdotique. Hein, je vous cite un dernier exemple qui peut vous donner une idée. Le médecin Guy Patin, qui est un médecin assez célèbre, qui a beaucoup écrit, évoque dans l'un de ses textes une enquête du premier parlement du président de Paris qui aurait demandé aux vicaires parisiens de dénoncer, enfin sans donner les noms évidemment, parce que ça c'est interdit, mais de faire remonter le nombre de femmes qui se seraient confessées avoir avorté dans l'année 1659. Et en un an, Guy Patin dit que 600 avortements auraient été confessés. C'est quand même assez important, même si là on n'a pas de précision sur le terme avortement, et le terme avortement peut aussi renvoyer au terme fausse couche, donc c'est évidemment un nombre à prendre avec des pincettes, mais il nous dit simplement que c'est une réalité. Par ailleurs, donc, de nouvelles pratiques efficaces apparaissent à cette époque, alors même que l'avortement devient aussi une catégorie dans le champ du discours qui va être définie au cours de la période avec plus en plus de précision. Je vous remercie.